Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker et nous allons parler de l'épisode 4 des Anneaux de Pouvoir, la série sur adaptation libre autour du Seigneur des Anneaux de Amazon. Et l'épisode 4, eh bien, c'est le tournant, c'est la moitié de la saison de cette, la moitié de cette première saison. Et du coup, eh bien, on va en parler avec Ker. Ker va donner son avis, je donne le mien après, puis la conclusion. C'est à toi, mon cher Ker. Bonjour à tous, mon cher Greg, que dire de cet épisode il m'a beaucoup plu. Et oui, vous allez dire quoi? Mais enfin, tu détestais la série? Alors non, je la détestais pas, mais Vendu. pour l'instant, pour l'instant, elle ne m'avait pas emballé. Il n'y avait pas eu ce petit déclic dans les 3 premiers épisodes. Je répète ce que j'avais dit. Je trouvais ça très beau, mais je trouvais ça aussi très lisse. Et je trouvais qu'au niveau dans le récit, il n'y avait rien de suffisamment original pour m'emporter avec eux dans ce qu'ils voulaient me raconter. Et là, je trouve que dans cet épisode, il y a ce petit truc, cette je me suis senti dans Le Seigneur des Anneaux, ça m'a fait plaisir, je me suis laissé prendre par l'histoire. Alors après, j'ai réfléchi aux raisons de pourquoi est-ce que cet épisode m'avait plu. Est-ce que j'ai revu un peu à la baisse mes attentes sur la série? Alors peut-être, vous allez dire, ah mais c'est encore un gros coup de taquet du coup dans la série, c'est-à-dire que tu l'aimes bien parce qu'elle est nulle et que tu t'es fait à l'idée qu'elle était nulle. Pas vraiment, mais peut-être oui, j'ai peut-être un peu revu mes attentes. Je me suis aussi fait à l'idée que certains personnages étaient un peu mal castés, manque de charisme, etc. Comme Isildur, même si j'ai trouvé que sur la fin de l'épisode 4, Isildur était plutôt réussi. Euh, Je Galadriel, peux pas te très laisser bien. dire Enfin, ça. Isildur, moi je trouve que si la série avait été vraiment une série, un drama vraiment espagnol diffusé ou diffusé sur une télé brésilienne quelconque, tout le monde dirait Isildur, c'est le MVP de la série, c'est le meilleur acteur. Et là, effectivement, alors les gens disent parce que c'est une série de meilleure qualité avec des ambitions, des acteurs comme ça depuis tout à l'heure, je galère à trouver le nom des séries. Comment ça s'appelle une série? Telenovelas. Telenovelas. Et c'est vrai que dans une telenovelas, il est saison 2, il réapparaît en jumeau démoniaque chirurgien cérébral. Je pense que il serait parfait. Voilà, c'est juste que là, en Isildur, on est plus dans le doute. Ouais, alors bon, je reprends. Alors le pourquoi de j'ai aimé cet épisode, c'est déjà j'ai aimé son rythme, c'est-à-dire que la série, en tout cas cet épisode, prend son temps de mettre en place ce qu'il a à nous raconter, mais il le fait, je trouve, très bien et surtout il ne m'a jamais lâché. Et ça, c'est un élément qui change beaucoup des 3 premiers. La prophétie avec la destruction de Núménor est intéressante. D'ailleurs, l'épisode s'appelle La Grande Vague en référence à ça, c'est pas pour la prochaine vague de Covid qui va arriver. Il y a des personnages qui m'ont étonné, par exemple, il y a un plan sur le chancelier de Numénor, où quand je l'ai vu, tout de suite dans mes notes, j'ai noté, ouais, ok, lui il est caricatural, et 5 secondes après, en fait, je le trouvais déjà beaucoup plus intéressant. Donc la série a réussi à me surprendre un peu. Je trouve qu'Elendil est plutôt pas mal. Isildur, bon, je le disais, s'en sort mieux. Alors après, au début de l'épisode, tu vois, je notais et j'étais assez dur et j'étais toujours coincé sur les mêmes éléments que dans les épisodes précédents. Par exemple, Isildur, ils sont sur un bateau, ils passent leur brevet de pilotage de bateau, de navigation. Et comme vous l'avez vu, ils se font tous virer de la Poudlard Academy Navigation of Numenor. Et en fait, ils ont tous des magnifiques tenues bleues, incroyablement, formidablement repassées, où il n'y a pas une seule tache, il n'y a pas une seule goutte de flotte, malgré les vagues, malgré tout ça. Et c'est vrai que moi, sur ce genre de détails, je tiquais. Et puis en fait, je me suis pris dans l'épisode, et puis en fait, je me rends compte que j'ai plus du tout pris de notes. Ça a commencé avec avec la scène des orques, que d'ailleurs je tiens à souligner, qui sont vraiment, je trouve, très réussis dans la série, visuellement, et ils vont même plus loin, puisque là on voit il y a des éléments un peu sur la culture des orques, avec la mort de l'un d'eux et comment ils réagissent, etc. L'arrivée d'Aldar, qui est quand même très intéressant, parce que déjà, le personnage est stylé. Pour ceux qui l'ont connu, c'est Benjen Stark dans Game of Thrones. C'est un personnage qui est, je trouve, très stylé, qu'ils appellent Père.
On peut imaginer que c'est lui qui a... bon, ça fait partie des théories, mais c'est lui qui est peut-être à l'origine de la création des orques qui l'entourent. C'est un personnage qui est très important. Et puis ensuite s'enchaînent des scènes qui sont réussies dans le Mordor avec la poignée, les effets qu'elle a et les conséquences que ça peut avoir sur Théo. Le fait que Arrondir est quand même, je trouve, de plus en plus intéressant. Autant sur le premier épisode, je trouvais le personnage un peu too much. Mais là, en fait, ça va. Enfin, il a réussi à arrondir les angles de la meilleure des manières. Ça, c'est gratuit. Mais on l'avait déjà fait la semaine dernière. Mais quand une blague marche bien, il faut le faire chaque semaine, hein. Voilà. Et alors, à Numénor, j'ai trouvé que la relation entre le roi, la régente et Galadriel, avec Galadriel qui montre beaucoup de force, beaucoup de caractère, ça fonctionnait. Le Palantir, super content de revoir un Palantir parce que bien évidemment ça fait écho au Palantir de Saruman avec Gandalf et puis Pipin. Enfin voilà, il y a plein de choses dans cet épisode qui m'ont plu et puis il y a le truc aussi qui fonctionne très bien, c'est la relation entre Durin et Elrond, une relation qui est très différente de ce qu'on avait vu avec Legolas Gimli. Donc ça c'est chouette. Elrond a un personnage qui est attachant et Durin aussi. La relation avec son père fonctionne très bien, je trouve. Et on sent que voilà tout n'est pas dit. Durin, bon c'est l'ami d'Elrond, mais s'il peut lui faire à l'envers, il le fera. On a le Halbrand là qui a un futur qui, à mon avis, va s'obscurcir. Enfin, il y a plein de choses dans cet épisode. Il y a un côté épique sans qu'il y ait de bataille, là, avec tous ces soldats qui disent moi, je vais soutenir la reine, moi, j'y vais, j'y vais. Euh, c'est, c'est, au niveau scénaristique, c'est pas incroyable. La série a encore beaucoup de défauts, mais là, cette fois, il y a les arguments et les éléments qui sont là pour t'emporter dans l'aventure. Et j'espère vraiment que l'épisode 5 sera à la hauteur de ce que l'épisode 4 a pu me proposer. Et je suis quand même content d'avoir réussi à faire cet avis parce que ça se voit pas à ma tronche, mais je viens de me réveiller d'une grosse sieste. À toi, mon cher Craig. Ça se voit à ton rythme. Du coup, eh bien, comme vous l'avez vu, Ker est au rythme de l'épisode, c'est-à-dire plutôt lent. Moi, j'ai noté pas mal de choses dans cet épisode et dont je voulais vous parler. Les trucs que j'ai pu noter, c'est Isildur, vraiment. Les scénaristes de la série d'Amazon ont regardé Le Seigneur des Anneaux et ils se sont dit, mais en fait, c'est un mec, il a l'air d'entendre des voix. L'anneau lui parle. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand il va regarder des montagnes, les montagnes vont lui parler. Il va entendre des voix. C'était pas l'anneau de pouvoir, c'est juste un fracas. Ah, j'ai dit, on ne sait pas ce que c'est la voix quand on Isildur, ça c'est intéressant. En fait, c'est là où normalement, en gros, tu es censé avoir l'anneau de pouvoir qui fait entendre des voix. On parle de temps en temps du fait d'entendre des voix dans la mer, et eux, ils ont tout remixé dans leur tête, et c'est la montagne qui vous parle, comme la publicité. Donc ça me fait un peu sourire. Ensuite, donc Isildur fait une bêtise. Il fait exprès de lâcher une des cordes marines, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le Quatermaster, donc le professeur de Poudlard de la navigation, comme le disait Kerr, en fait, du coup, va virer 3 élèves. Et là, je me suis dit, ok, alors cette scène, réfléchissons posément. Isildur fait une connerie. Le prof le vire lui. Ok. Isildur fait une connerie. Le prof vire les 2 meilleurs amis d'Isildur. Moi, déjà, je suis pas ok, mais et à quel moment est-ce que vous ne serez plus ok ? Isildur fait une connerie. Le professeur, du coup, vire toute la classe. C'est toujours un peu chelou. Isildur fait une connerie. Le professeur met feu au bateau et se suicide. À quel moment est-ce qu'en fait on considère, suivant nos desiderata personnels, à quel moment on considère que le mec en fait juste trop. Tu connais pas le marché du travail à Numénor, hein. Il y a peut-être trop de marins pour pas assez de postes, hein. Oui, mais les mecs, ils ont rien fait. Ils sont juste potes avec Isildur. Toi et toi, t'es viré.
Ok, et toi aussi, je te donne la mort. Mais pourquoi je le connais pas tant bien que ça. Enfin bref, bon déjà, donc ça me paraît un peu plus qu'excessif. Ensuite, on arrive avec donc la scène sur Hadar. Alors effectivement, comme l'a dit Kerr, moi je suis persuadé que c'est Hadar que c'est père, parce que c'est celui qui a donné naissance à ces orques. Et en fait, du coup, il y a un truc qui a beaucoup été critiqué autour de la série, c'est que les orques sont tous blancs de peau. Et à savoir que quand Le Seigneur des Anneaux est sorti, il y avait eu pas mal de gens qui disaient les Uruk-hai sont noirs, c'est du racisme. Et du coup, beaucoup de personnes avaient pris le fait que les orques étaient blancs dans la série du Seigneur des Anneaux en disant, bah en fait, c'est juste qu'ils ont voulu esquiver une polémique et quitte à plus être canon avec le livre. Et en fait, je me demande si les orques ne sont pas blancs là, parce que c'est les orques de Hadar, de la même manière que les Uruk-hai de Saruman n'étaient pas pareils que des orques classiques. Donc bon, ça c'est juste une petite remarque, mais en tout cas, effectivement, je suis plutôt pour le fait que c'est Hadar qui a mis bas à ces orques. Et une théorie qui est plutôt pas mal sur Internet, il y a un des fils de Fëanor, donc Fëanor, c'est qui est le maître elfe qui a fait les trois Silmarils. En fait, un des fils est brûlé par un Silmaril et disparaît de l'histoire. Et du coup, pas mal de gens disent que c'est peut-être tout simplement lui qu'on voit en Hadar. Peut-être, c'est vrai que ça correspond bien. C'est beaucoup d'histoires à ramener, mais ça correspond bien. Je continue dans mes notes. Il y a un truc, c'est que les orques sont quand même vachement humanisés. C'est-à-dire que là, ils ont des cérémonies. Ils lui disent, vieux, quand il meurt, ils lui disent en orque, vieux frère, on te retrouvera plus tard. Enfin, j'ai trouvé ça un peu étonnant d'humaniser les orques, mais why not. Par contre, encore une fois, hein, arrondir. Pourquoi il le tue pas? C'est-à-dire qu'il y a arrondir, il tue plein de personnes dans le camp, mais du coup Hadar décide, il dit toi, tu as l'air d'être le plus problématique. Je vais donc te rendre ta liberté pour que tu puisses de nouveau nous affronter en pleine campagne. Bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a Théo qui est l'enfant qui a découvert le pommeau de l'épée de Sauron. Alors son jeu d'acteur à Théo, vous remarquerez dans les épisodes suivants, je me suis mis un truc, j'ai du mal à retirer, c'est que Théo, il marche, il fait le gueux. On lui a dit non mais t'es un enfant qui a médiéval, pas beaucoup d'argent et tout. Il fait le gueux. Et à mon avis, il a dû, comme tout bon acteur, faire un travail de recherche pour du coup s'inspirer. Et je pense qu'il est tombé dans Les Visiteurs et Jacouille. Parce que Théo, il se déplace toujours, on a l'impression dès qu'il s'y trouve un switch on-off, il va aller faire jour-nuit pendant toute la soirée. Donc Théo, niveau jeu d'acteur, je ne suis pas convaincu. Mais bon, pourquoi pas. Et à remarquer que Kerr nous dit toujours que la série est trop proprette. Et en fait, sur cet arc de Théo qui retourne sur les villages qui ont été attaqués par les orques, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup il y a des têtes de vaches qui traînent, il y a des bouts de corps qui restent, etc. Donc, oui, dans le Mordor, c'est jamais trop propre. Voilà, donc le Mordor, pour le coup, est pas trop propre. Et ça, je l'avais dit. Et ça devient un peu gore. Pareil pour la région des Hobbits. Ouais, et ça, du coup, c'est plutôt pas mal. Du côté de la Moria, moi, je veux juste faire une remarque. Donc, il y a cette scène où il y a donc Elrond et Durin. Durin? J'ai un doute. Durin. Et le truc, c'est que... Et ils discutent. Et Durin lui dit, tu promets, croix de fer si je mange, je vais en enfer, que tu parles pas du mithril. Elrond, il lui dit, croix de bois, croix de fer et tout, sur la vie de mon père, respect dans le 9-6 des elfes et tout. Et le truc, c'est que entre les deux, il y a quand même si jamais Elrond retourne voir les elfes et parle du mithril ou que quelqu'un trouve par hasard le mithril sur lui, c'est quand même un sacré œuf d'épée. C'est-à-dire qu'il aura quand même cassé la promesse sur la tête de mon robe. Donc bon, ça j'ai envie de dire, en gardant ça en tête. Un truc moi qui m'a fait marrer, c'est que donc le métal le plus précieux est potentiellement celui qui va changer la civilisation naine, le mithril.
est protégé par un mot de passe qui est la chanson des enfants. 1, 2, 3, nous allons au bois. Et donc, en gros, ils n'ont pas réussi à trouver un mot de passe plus sécurisé que Alouette. C'est-à-dire, est-ce qu'ils changent de chanson toutes les semaines et toutes les semaines, c'est une nouvelle chanson pour enfants. C'est-à-dire que l'épisode 5, ça va être au clair de la lune. Donc, je suis très curieux et c'est quand même sacrément un gros coup de bol que les enfants connaissent du coup les paroles pour cacher le Mithril. J'avoue que ça m'a fait pas mal marrer. Et puis du coup, donc si on va du côté de Numénor, il y a donc le Palantir, donc ça c'est plutôt chouette. J'avoue que alors, en plus pour moi donc les Palantirs c'était que des pierres de vision et j'ai recherché et en fait il a été évoqué, notamment Gandalf avait évoqué qu'il pensait pouvoir transformer en Palantir comme quelque chose avec lequel il pourrait voir le passé et le futur. Donc du coup pour le coup c'est bien dans l'histoire et donc dans la tour du Palantir, il y a une épée qui est au fond derrière Galadriel. Et cette épée au fond derrière Galadriel ressemble énormément à la forme de l'épée de Narsil. Donc peut-être que c'est la première présentation. En gros, il montre les épées qui ont servi pendant le premier âge à combattre contre Morgoth. Et donc on pourrait imaginer que peut-être un jour Elendil récupère son épée comme ça. Donc ça c'est petit placement de produit Amazon. Et pour finir, Numénor, j'ai trouvé que l'arc est plutôt intéressant. Par contre, le problème, c'est les actions des personnages dans l'épisode. Donc, il y a Halbrand qui dit à Galadriel, Galadriel, pourquoi est-ce que toujours tu fais du conflit et quand quelqu'un apprend quelle est la plus grande peur de quelqu'un, montre-lui comment la maîtriser, et comme ça, il deviendra ton pote. Et du coup, il y a deux choses à retenir de ça. La première, c'est que Galadriel, elle lui dit « J'ai complètement compris, on s'est compris, on a connecté, j'ai compris ce que tu m'as dit. » Et du coup, les gardes arrivent, elle ouvre la porte, et elle a compris que la non-violence, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, sa première action, c'est de péter la gueule aux gardes. Et il y a pas de transition entre les deux scènes. C'est genre vraiment genre, non, j'ai compris. La discussion, c'est le plus important. Et les gars, ils ouvrent la porte des gardes, et là, bam, je fais. Donc, du coup, je pense que Galadriel a vraiment un gros problème. Il faut qu'elle apprenne le mindfulness, il faut qu'elle fasse du yoga, il faut qu'elle apprenne à intérioriser ses pulsions négatives, parce que là, c'est ni bon pour elle, ni bon pour son entourage. Je pense que vraiment, il faut qu'elle apprenne à ne pas être dans une violence constante. Et du coup, la deuxième chose qu'on retient, elle est peut-être plus intéressante, c'est Halbrand, qui dit apprenez aux gens à maîtriser leur peur, et en fait c'est exactement, je ne veux pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le Silmarillion et autres œuvres, mais c'est une des manières que Sauron a d'utiliser les hommes d'une certaine ville pour faire quelque chose, et c'est la plus grande réussite de Sauron. Et donc, du coup, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de clins d'œil sur le fait qu'Halbrand est all brand, all fresh. C'est Sauron. Et j'ai envie de dire, on est à un moment où c'est tellement clair que je ne prends même plus au sérieux quand la série, avec le moment avec Théo et le barman de Ostyrith, sont en train de... Et il lui dit, non, mais il y a une météorite, c'est Sauron qui est arrivé, etc. La série peut me dire clairement, Sauron, c'est lui, je n'y crois plus. Pour moi, ça reste Halbrand, et c'est la série qui essaye de dire non, mais en fait, je suis plus compliqué que tu penses. C'est pas lui. Ah, j'ai menti, c'est lui. Donc, on verra. Moi, je suis toujours persuadé que Halbrand, c'est Sauron. On verra. Et tout simplement que
que le tavernier, c'est juste qu'il n'en sait rien, il a vu une météorite et voilà. Mais le tavernier nous montre que du coup, il y a toujours des alliés hommes de Morgoth et donc de Sauron dans les terres de Mordor, et c'est sans doute ce qui va aider. Kerr, tu avais fait une remarque donc, sur ce qui pourrait être l'épisode d'après, au niveau du gouffre de Helm. Je vais te laisser en parler dans 2 secondes. Mais juste avant, je tiens juste à faire remarquer que la scène de la forêt avec Théo, Arondir et la mère de Théo, elle fait évidemment énormément écho à la scène de la fin de la communauté de l'anneau où les Uruk-hai sont en train de chasser la communauté et où Boromir va mourir, spoiler. Et Pas que, hein. Ça fait aussi écho à la fuite, à mon sens, de Frodon et Arwen pour chasser par les Nazgûl qui sont stoppés par la rivière. Là, ils sont stoppés par la lumière. Si tu veux, mais la différence est qu'il n'y a ni des orques ni des flèches. Oui, mais là, l'ennemi qui les poursuivent est stoppé par quelque chose qu'il ne peut franchir. En l'occurrence, donc là, c'est la lumière. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la rivière. Et donc mon point, ça c'est vrai. Et mon point, c'est de dire que cette scène, j'ai l'impression qu'on voulait me remontrer la même scène en moins bien que le film. Et du coup, c'est pas forcément utile. Le mithril, d'en faire un mystère, c'est pareil. On sait que le mithril va être quelque chose qui va se développer juste en ayant vu le film des Seigneurs des Anneaux. Donc d'en faire un mystère de est-ce qu'un jour on arrivera à faire quelque chose avec le mithril, c'est un mystère qui est pas forcément utile. Et du coup, une fois qu'on a dit tout ça, cet épisode a beaucoup de plans qui sont magnifiques. Cette scène de poursuite à la fin, quand ils arrivent, quand ils font 2 pas et qu'ils disent « chat !» et il n'y a plus aucune flèche qui est tirée pendant quelques instants. Bon, après, ils remettent 2 flèches après coup pour dire « non, mais on n'a pas oublié hein. ». Et donc, où Arondir et Théo s'enfuient. Et le truc, c'est que cette scène est... le plan est magnifique. On voit vraiment Arondir avec derrière le soleil, etc. Enfin, vraiment, la série, c'est très régulièrement mettre des vraies œuvres d'art comme ça en tableau. C'est magnifique. D'ailleurs, une petite mention sur ça. J'ai commencé à regarder l'épisode sur mon navigateur en allant sur le site de Prime Video. Et les épisodes ne sont que en 1080. Enfin, ils ne sont que en HD au maximum sur navigateur. Et quand on regarde sur Apple TV ou sur Android TV, là, d'un seul coup, on est en 4K. Donc, si vous n'avez pas fait attention, je vous le dis. Et un autre point, c'est que visiblement, pendant les premières heures, sur les 3 premiers épisodes, j'ai pas vérifié pour le 4e puisque j'ai regardé en fin de journée hier, mais les épisodes n'arrivent pas en 4K tout de suite. Donc je sais pas le pourquoi du comment, en tout cas. Ne les regardez pas trop tôt le matin, ou alors vous les regarderez en HD de manière forcée. Voilà ce que j'ai pu lire. Donc tu voulais nous parler du gouffre de Helm. Oui, le gouffre de Helm, je sais pas, mais en tout cas, les survivants de la région, là, dans le Mordor, avec Arondir et sa copine, très clairement arrivent dans un espèce de repère qui fait énormément écho au gouffre de Helm. Et on peut imaginer qu'ils vont être attaqués par les orques d'Adar. Donc voilà, ça aussi, moi, ça m'a fait penser au gouffre de Helm, bien évidemment. Et moi, je voulais terminer avec une remarque sur Arondir. Le mec chasse, le mec protège les humains. Là, dans cet épisode, il est messager. En fait, j'ai l'impression qu'il cumule les petits emplois. Et je pense qu'il fait ça pour arrondir ses fins de mois, tout simplement. C'était mon mot de la fin. Je sais pas comment on peut améliorer ça. Hein. Du coup, j'ai envie de dire, là, c'est clôture de vidéo. Merci à tous les tipeurs qui permettent de faire les vidéos. Vous avez vu qu'on change beaucoup de décors ces derniers temps et c'est grâce aux tipeurs qu'on a le matériel pour pouvoir faire les vidéos dans ces conditions. Merci à tous les autres qui nous soutiennent tout simplement en regardant la vidéo jusqu'au bout, en mettant un petit pouce et en mettant un commentaire. Merci à vous. Il y a pas mal de théories sympas dans les commentaires et pour l'instant pas trop de spoil. Merci beaucoup, que ce soit d'ailleurs pour le Seigneur des Anneaux ou que ce soit pour House of the Dragon. Donc merci comme ça d'avoir respecté l'envie de spoil ou en tout cas l'envie de pas de spoil de tout le monde. Et donc ça c'est vraiment chouette. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.